Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet complexe, fascinant, les sociétés secrètes, l'initiation, en s'appuyant sur des extraits du livre Le nazisme, société secrète. Oui, un ouvrage qui soulève beaucoup de questions. Notre but ici, c'est de décortiquer un peu ces idées, ces structures ésotériques, surtout dans ce contexte allemand particulier avant le nazisme. Exactement. Comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça voulait dire, l'initiation, selon ses sources. Alors, pour commencer, Gerson, via Geoffroy de Charnay, il distingue plusieurs types de sociétés. Il y a celles, disons, plus classiques, où l'initiation est connue, mais les activités, elles, restent plutôt discrètes. Comme certaines branches maçonniques, par exemple. C'est ça. Mais le cœur du sujet, d'après le texte, ce sont les sociétés de cadres. Et là, on est dans autre chose, de bien plus secret. Ah oui, à quel point Oui. secret? Leur existence même, leur but réel. Seuls quelques initiés seraient au courant. Les membres des sociétés de base n'en sauraient rien, et le public encore moins, évidemment. D'accord. Et le recrutement, alors comment ça se passe dans ces cercles si fermés? C'est par cooptation, par un conseil occulte. Et le plus étonnant, c'est que le candidat, souvent, il aurait fait une sorte de stage probatoire sans même s'en rendre compte. Sans le savoir, c'est Hmm. assez incroyable. Oui, l'approche est décrite comme très, très prudente, déguisée, et une fois dedans, l'obéissance exigée est absolue. Absolu. La source cite perinde ad cadaver, obéir comme un cadavre. Comme un cadavre. L'expression fait froid dans le dos, ça montre une exigence totale. Les conséquences d'un refus sont évoquées. Le texte parle de sanctions radicales en cas de refus ou d'indiscrétion. Sans entrer dans les détails sanglants, mais le principe est clair. Et ces sociétés, elles seraient très habiles. C'est-à-dire? Elles changeraient de nom, de structure, pour échapper à l'identification. Difficile à pister avant qu'elles ne disparaissent en somme. D'accord. Parlons maintenant de l'initiation. C'est pas juste un rite de passage, si je comprends bien. C'est vu comme une transformation profonde. Exactement. C'est décrit comme un cheminement, par étapes, pour éveiller la conscience, comme dirait Isha Schwaller de Lubitsch, cité dans la source. Éveiller la conscience. Ou, selon Louis-Claude de Saint-Martin, un autre auteur mentionné, c'est s'enfoncer dans les profondeurs de notre être pour en trouver la racine, la source vivifiante, une vraie quête intérieure. Et Gurdjieff, qui est aussi cité, il pousse cette idée encore plus loin, non? De manière assez radicale. Ah oui, Gurdjieff. Pour lui, l'homme ordinaire est en gros endormi, une machine. Il vit dans son petit monde subjectif, complètement coupé du réel. Carrément une machine. C'est une vision assez pessimiste de l'humanité ordinaire. Oui, mais pour lui, l'éveil est possible. Mais ça demande deux choses, d'après ce que rapporte Gerson. D'abord, être convaincu qu'on est endormi, Ce qui n'est déjà pas évident. effectivement. Et ensuite, l'aide d'un instructeur, quelqu'un qui est déjà éveillé. C'est présenté comme indispensable, Et le potentiel de cet éveil, il est vu comment? comme immense. Gurdjieff aurait dit, tenez-vous bien, que 200 hommes conscients, juste 200, pourraient changer la face du monde. 200. C'est vertigineux comme idée. Et ce potentiel d'éveil, on sent bien que ça touche à la question du pouvoir. Raymond Abellio, cité lui aussi, fait un lien, non? Tout à fait. Abellio parle de magiciens. Alors attention, le terme est spécifique. Pour lui, ce sont ceux qui utilisent consciemment des forces supra- ou infranormales pour le pouvoir social. Et il inclut qui dans ces magiciens? Les technocrates, certains prêtres et ce qu'il appelle les mages noirs. Et il va jusqu'à lier la montée des totalitarismes à une sorte de croissance involutive du tellurisme mondial. Du tellurisme, c'est-à-dire des forces liées à la Terre. C'est un peu ça l'idée, oui. Comme si des forces profondes, peut-être inconscientes, collectives, étaient amplifiées négativement et manipulées pour le pouvoir politique. Fascinant. Et cette idée de force cachée, de pouvoir occulte, ça nous ramène au contexte allemand que Gerson décrit comme particulièrement propice à tout ça. C'est un point fort du livre, oui. L'Allemagne comme une terre où cette quête d'un pouvoir occulte aurait trouvé un terreau fertile. Peut-être pour compenser une certaine désorganisation historique, les tensions anciennes, le nationalisme. Et il donne des exemples concrets de ces sociétés en Allemagne. Oui, l'exemple marquant, c'est la Wehm, originaire de Westphalie. Très puissante, très redoutée. La Wehm, j'en ai entendu parler. Des tribunaux secrets, c'est ça? Exactement. Ils se tenaient la nuit, en plein air,
souvent dans des forêts, des lieux chargés de symboles, un peu comme les anciens lieux de sabbat. C'était basé sur d'anciennes coutumes germaniques. Et leur pouvoir s'arrêtait aux frontières germaniques? Oui, interdiction d'opérer ailleurs, ce qui renforçait leur caractère très ancré, très local et mystérieux. Et au-delà de ces organisations, il y a limite. Celui de Thulé, des Arias. Gerson suggère que ça a joué un rôle important. Oui, ce mythe est central dans certaines idéologies reprises plus tard. L'idée d'une terre polaire, Thulé, fertile à l'origine, berceau d'une race dite privilégiée, les Arias. Aria signifiant ici les éveillés, c'est ça? Les deux fois nés. C'est sens ésotérique donné dans ces cercles, oui. Et selon le mythe, un cataclysme, un basculement de l'axe terrestre, aurait rendu Thulé glacial. Forçant cette élite à migrer. Voilà, vers le sud. Scandinavie, Europe centrale. Et le swastika, d'après la source, aurait servi de symbole pour marquer les étapes de cette migration, bien avant sa récupération par les nazis. C'est fou de voir comment tous ces éléments s'imbriquent. Les structures secrètes, très hiérarchisées, l'idée qu'initiation comme éveil lié au pouvoir, et puis ce contexte allemand avec ses mythes, ses sociétés comme la Wem. Ça dessine une image complexe, c'est sûr. Et ça nous amène à la dernière pensée, un peu troublante, évoquée dans les textes, qui fait écho à Guénon ou même Weishaupt. Laquelle? L'idée que des sociétés secrètes, même si elles semblent opposées en apparence, pourraient en fait être coordonnées. Ou du moins qu'un centre occulte pourrait influencer discrètement tous les camps politiques. Une sorte de main invisible qui tirerait les ficelles en coulisses? Ça laisse songeur. Quelle résonance cette vieille idée peut avoir aujourd'hui sur notre perception des forces qui animent le monde? C'est une question ouverte. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.